Bonsoir à tous et bienvenue. À 19 jours des élections législatives, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP a investi ses candidats au scrutin en présence du président Ouattara qui a exhorté ses candidats à lui assurer la majorité. La sensibilisation se poursuit à l'endroit de plus de 5000 impactés occupant les emprises et 3 voies structurantes du 4e pont de Yopougon. Les concernés sont invités à s'inscrire pour négocier leurs indemnisations au risque de s'exposer à une démolition sans dédommagement. Et puis les pays du G5 Sahel se sont réunis hier et aujourd'hui en N'Djamena au Tchad pour faire le point sur la lutte antiterroriste dans la région. Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire mais aussi politique pour réduire un engagement vieux de 8 ans. Dans 19 jours se tiendront les élections législatives ivoiriennes. À un peu plus de 2 semaines de l'échéance, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP a investi ses candidats au scrutin en présence du président Ouattara qui a exhorté ses poulains à lui assurer la majorité, seul moyen de lui permettre de mettre en œuvre son projet de société pour les 5 années à venir. Yeli Traoré, Tanguy Kona. À 3 semaines de l'élection législative du 6 mars, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, aligne ses candidats dans les starting blocks à travers une cérémonie solennelle présidée par le président du parti, Alassane Ouattara. Je voudrais me féliciter du processus à la fois consensuel et démocratique qui a conduit au choix des candidats qui défendront les couleurs de notre parti. Bien évidemment, tout le monde ne pouvait pas être retenu et je voudrais donc féliciter ceux d'entre vous qui ont été retenus, celles parmi tant de femmes et d'hommes de qualité pour défendre les couleurs du RHDP. Beaucoup ont pensé qu'il y avait eu des manipulations, des interventions. Ceci n'est pas vrai. Le président du parti n'est intervenu que l'avant-dernier jour. Et seulement 12 candidatures ont été portées à mon arbitrage. C'est vous dire la confiance que je porte aux structures du parti et aux coordinations régionales. Le président du parti a également exhorté les candidats non retenus et qui veulent se lancer en indépendant de respecter la discipline de parti en retirant leur candidature dissidente comme certains d'entre eux l'ont déjà fait. Je voudrais saluer la contribution de certains de nos candidats qui s'étaient portés indépendants et qui ont bien voulu accepter de se retirer pour donner les meilleures chances à notre grand parti. Alors ceux qui n'ont pas encore fait, je vous demande de le faire. C'est dans l'intérêt de notre parti et c'est dans votre intérêt. Le président Alassane Ouattara s'est par ailleurs réjoui de la décrispation de la situation politique à travers le dialogue politique initié par le gouvernement et dont l'une des retombées est la participation de certains partis d'opposition aux législatives, après plus d'une décennie de boycott. Et cette visite de sensibilisation du ministre de la Réconciliation nationale ce mardi à l'espace universitaire de la Cité Rouge de Cocody, Kouadio Konan-Bertin répondait à l'invitation de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI. Il a exhorté ses cadets à poursuivre leurs actions de pacification au sein des écoles et universités du pays à la promotion de la paix. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Abidjan, Université de Cocody. Nous sommes ici au siège de la Fédération estudiantine et scolaire FESI. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, dit Kakabé sur les lieux. Une visite qui lui permet de s'imprégner des réalités des étudiants. Après quelques minutes d'échange, c'est la cité universitaire Château, ex-Cité Rouge, située à Cocody-Saint-Jean, qui accueille le ministre de la Réconciliation. Bonne ambiance des étudiants fiers d'accueillir l'ancien pensionnaire des lieux. Les échanges ont tourné autour de la paix et de la cohésion sociale. La FESI a remercié le ministre pour le choix d'Eugène Juet, qui a dirigé cette fédération comme l'un de ses plus proches collaborateurs. Notre aîné, Eugène Juet, deuxième secrétaire général de la FESI, est appelé aujourd'hui à un haut poste de responsabilité auprès du ministre de la Réconciliation nationale. Certes, la responsabilité est lourde, mais comme on l'a dit, nous sommes un mouvement de gauche de masse. Et donc aujourd'hui, c'était de prendre un engagement
que toute la masse estudiantine de la grande famille de jeunes gays s'engage avec lui auprès du ministre de la Réconciliation nationale afin de pouvoir parler à l'ensemble des Ivoiriens sur la nécessité d'être ensemble, sur la nécessité de penser le développement du pays ensemble. J'ai été heureux de constater que, avant tout le monde, ils comprennent eux-mêmes l'exigence de la réconciliation nationale. Leur premier responsable qui a vu naître la structure, Hippo Martial, l'a dit. En 1990, c'était l'exigence de la liberté d'expression. Mais en 2020, c'est l'exigence de la réconciliation. Pas de réconciliation, pas de paix, rien n'est possible à la Côte d'Ivoire. Et je suis heureux que la FECI le comprenne ainsi. Avant de quitter ses hôtes, Kouadio Konan-Bertin a tenu à revisiter son passé d'étudiant en se rendant dans cette chambre où il a résidé. Les travaux de réalisation du 4e pont d'Abidjan, reliant les communes de Yopougon et Atekoubé, se poursuivent. La sensibilisation aussi se poursuit à l'endroit de plus de 5000 impactés occupant les emprises des 3 voies structurantes de ce 4e pont. Les concernés sont invités à s'inscrire pour négocier leurs indemnisations au risque de s'exposer à une démolition sans dédommagement. Quels sont les sites et les infrastructures prévus dans la commune, porte d'entrée de la capitale économique ivoirienne? Les réponses dans ce reportage de Thiemé Dandier et Harouna Zeba. Yopougon, route prison civile. Ici est prévue la construction de l'un des échangeurs des voies structurantes du 4e pont d'Abidjan. Sur les lieux, tout comme au carrefour de la zone industrielle ou encore la voie jusqu'au carrefour Bagnon, les emprises restent occupées, de quoi retarder le lancement des chantiers prévus. La route de la prison civile, nous allons l'aménager en 2 fois 3 voies, construire 2 ouvrages d'art au droit de la zone industrielle de Yopougon et nous allons construire un autre ouvrage d'art de type flyover au niveau du carrefour Ndautré. Un deuxième ouvrage d'art qui va enjamber l'autoroute du Nord et permettre aux populations donc, de sortir de l'autoroute et d'emprunter cette voie de Dabou. Et nous prévoyons de construire jusqu'à 5 passerelles. À quelques 72 heures de la clôture des inscriptions des occupants des emprises, près de 40% des concernés traînent encore les pieds. Pas question pour autant pour la cellule opérationnelle du PTUIA de céder au dépit. Face aux représentants de plus de 5000 impactés réunis à la mairie, l'on opte plutôt pour le maintien de la carotte avant le bâton. Si vous êtes un propriétaire résident, vous avez 2 solutions. La première, c'est de dire, bon, ok, moi, je suis impacté, je veux être relogé. À cet effet, nous avons acquis un certain nombre de terrains. Nous sommes en cours de réalisation donc, de construction de ces maisons. Nous pensons que d'ici la fin du mois de mai, ces maisons seront disponibles pour reloger ceux qui le voudraient. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient des indemnisations en numéraire, nous allons vous indemniser et vous demander par la suite de partir. Dans son lobbying et plaidoyer pour la libération rapide des emprises, le coordonnateur du PTUIA met en exergue l'impact des chantiers sur la mobilité dans la ville d'Abidjan et banlieue. La réalisation de ces 2 projets, à savoir la sortie Est qui va vers Ndautré, la sortie Ouest qui va vers Dabou, permettra de booster le développement de la commune donc de Yopougon et soutenir durablement l'économie. Outre les ouvrages d'art, dont le 4e pont d'Abidjan, le PTUIA est à la manœuvre pour bitumer 100 km de route pour un budget de 500 milliards de francs CFA. La commune d'Atekoubé, elle aussi, bénéficiera de la réhabilitation et du bitumage de la route reliant l'Institut des aveugles à Yopougon au carrefour Sibéton. Les travaux lancés aujourd'hui doivent durer 5 mois. Ils devraient permettre d'améliorer la mobilité et le cadre de vie des populations. Un ouf de soulagement pour ces populations longtemps restées dans l'attente, comme nous le montrent Nadia Edja et Harouna Zeba. C'est bientôt la fin des difficultés pour les usagers de la route reliant l'Institut des aveugles à Yopougon au carrefour Sibéton à Atekoubé. Une voie quasi impraticable, jusqu'ici source d'énormes désagréments pour les populations. Moi, je suis commerçante. Je vends les produits en gros.
Bon, pour envoyer les marchandises, on a tout un problème. Pour que la voiture vienne avec les marchandises pour venir, souvent en route là-bas, ça verse, puisque la voie là n'est pas bitumée. Je suis ici bientôt plus que 23 ans. Vraiment, le problème qu'on a dans ce quartier, c'est concernant la route. On a les femmes à pouvoir accoucher, pour faire passer l'ambulance, c'est tout un problème. Donc vraiment, ce projet est bienvenu. Vraiment, on attendait ça depuis fort longtemps. Dans 5 mois, cette route longue de 2,5 km sera entièrement bitumée pour le bonheur des résidents de la commune d'Atekoubé souhaitant rejoindre Yopougon ou Adjamé. Nous allons désenclaver toute une population, 10 000 habitants ici à Atekoubé. J'invite les populations à revenir ici dans les prochains mois pour voir une route forte, belle, à l'image de ce que nous souhaitons pour notre commune. Ces travaux de bitumage s'inscrivent dans le vaste programme de voirie entamé par l'État depuis 2017. Le coût du projet, 2,7 milliards de francs CFA. C'est une route de profil 2 fois 1 voie. Les travaux comprendront les déplacements de réseau, les terrassements, la construction de la chaussée avec 5 cm de béton bituminé en couche de roulement et des travaux de drainage. En plus de cette route bitumée, la commune d'Atekoubé bénéficiera d'un linéaire de voirie de 20 km, d'un échangeur au carrefour Boribana et du renforcement du boulevard de la Paix, ce à quoi s'ajoute le 4e pont en cours de construction. En 2012, ayant adhéré à une promotion immobilière auprès de l'entreprise Magil Group, plusieurs souscripteurs se sont retrouvés grugés et ont perdu au total 20 milliards de francs CFA. Depuis, ils ont engagé une lutte pour revendiquer leurs dus. Encore une fois, ce matin, ils se sont réunis au plateau au pied du ministère de la Construction pour dénoncer cette arnaque dont ils ont été victimes. Nadia Eja, Arona Zeba. Ce sont des souscripteurs en colère qui se sont réunis ce matin au pied de l'immeuble du ministère de la Construction et du Logement pour exprimer leur ras-le-bol face à une situation qui n'a que trop duré. En 2012, adhérant à une opération de promotion immobilière conduite par la structure Magil Group, ils espéraient se mettre à l'abri d'un besoin vital. Depuis, pas de nouvelles de leurs investissements ni de maisons. Ils se sentent trahis et réclament justice. 4500 familles, vous pouvez imaginer ce que c'est? 20 milliards de francs CFA que nous avons donnés, 4500 familles. Et il n'y a personne pour s'occuper d'eux, il n'y a personne pour répondre à nos cris, il n'y a personne pour nous entendre, il n'y a personne pour nous écouter. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Des souscripteurs sont morts alors qu'ils attendaient leur maison. Des souscripteurs ont perdu leur famille parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Vous avez les charges de votre maison habituelle, vous avez les crédits que vous payez et vous n'avez toujours pas la maison. Et le promoteur se promène tranquillement en liberté. Après plusieurs rencontres, dont celle du 28 janvier 2020 avec le ministère de tutelle, un consensus a pu être trouvé, ravivant la lueur d'espoir dans le cœur de ces souscripteurs en détresse. Mais depuis lors, plus rien. Nous appelons le chef de l'État à se pencher sur ce dossier qui n'a que trop duré. Ils nous ont proposé des terrains, des lots, et ils ont promis de faire les VRD et de délivrer les titres de propriété. Malgré nos cris, malgré nos protestations, personne ne nous parle, personne ne vient nous dire ce qu'il en est. Et nous avons entendu dans les coulisses qu'il n'y a plus question qu'ils puissent mettre en œuvre la solution qu'eux-mêmes ont proposée. Notons qu'une plainte a été déposée le 20 février 2020 au tribunal de première instance contre l'entreprise immobilière. Elle reste jusque-là sans suite, selon les plaignants. Relativement à cette manifestation, le ministère de la Construction et du Logement a promis produire un communiqué afin de lever tout équivoque sur son implication dans le dossier. Intéressons-nous maintenant au financement du cinéma en Côte d'Ivoire suite à l'appel à projet d'avril 2020 dans le cadre du financement du secteur à travers le fonds CLAP ACP FONSIC. 7 dossiers sur 25 ont été retenus. Les bénéficiaires ont rencontré la ministre de la Culture ce mardi au centre des échanges l'intérêt de la coproduction cinématographique entre producteurs nationaux et ceux de l'ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Les précisions de Pierre-Di Pomelin et Fulgence Quisiedo. 7 projets cinématographiques bénéficiaires de CLAP ACP FONSIC, une subvention constituée du fonds de soutien
à l'industrie cinématographique et celui du Fonds européen de développement. Les porteurs de projets sélectionnés au terme d'un appel à projet en avril 2020 échangent avec la ministre de la Culture et les partenaires financiers du cinéma. En vous inscrivant dans ce projet international, la Côte d'Ivoire marque ainsi son adhésion à la politique de coproduction qui s'avère aujourd'hui plus que nécessaire pour mutualiser les moyens au profit des cinéastes. Le financement public à lui seul ne suffit pas. Dès lors, il importe d'explorer donc de nouveaux guichets. Cette subvention destinée à financer les coproductions associant la Côte d'Ivoire à des États Afrique, Caraïbes et Pacifique est un soulagement pour ces producteurs qui peinent à boucler leurs projets, faute de financement. Nous avons présenté un documentaire qui s'intitule « Je reste photographe » qui va parler de la vie du photographe Paul Kodjo. Et pour ce documentaire, nous avons été bénéficiaires du fonds CLAP-ACP. C'est une première en Afrique, c'est même une première dans l'histoire de la coopération entre l'Union européenne et les pays, ce qu'on appelle les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est-à-dire que l'Union européenne a décidé de confier ses financements pour le cinéma et l'audiovisuel à des fonds d'aide existants dans les pays ou dans les régions qui sont plus proches des producteurs et des professionnels, des artistes. Et donc l'OIF, avec son fonds d'aide qui existe depuis 30 ans, a décidé de gérer une partie de ces fonds, a proposé en fait, et a voulu s'associer à des fonds d'aide africains. Notons que 25 projets cinématographiques étaient en compétition, dont 11 longs métrages, 8 séries et 6 documentaires. Des boîtes à livres dans les quartiers d'Abidjan et des localités de l'intérieur du pays, c'est l'idée novatrice de la journaliste Rita Dro pour promouvoir la lecture en 2 ans d'exécution. Des acquis sont notés, bien agencer les phrases et bien articuler les mots, qui était un exercice bien fastidieux pour des enfants, relève désormais d'une partie de plaisir pour accroître les acquis des concours de lecture interquartiers sous forme de génie en herbe, et l'ouverture d'une centaine de boîtes à livres sont annoncées lors de la journée bilan, célébrée ce week-end à Cocody. Le reportage de Thiemé Dandje et Harouna Zeba. Grosse épine, naguère dans les pieds de Divine et Yacine, lire est désormais une partie de plaisir pour ces écoliers. 2 ans après leur inscription au programme de bibliothèque à ciel ouvert de l'association Notre Boîte à Livres, bien articuler les mots et bien agencer les phrases ne leur est plus fastidieux. J'ai perdu mon cartable. J'ai cherché dans toute la maison. Impossible de le retrouver. La mère de Mokan envoie Mokan lui acheter des comprimés à l'autre bout du marché. Ce samedi, il retrouve plusieurs autres camarades, tous hôtes de la journée récréative bilan de cette tribune de promotion de la lecture. Ça m'a permis de connaître beaucoup de mots, de voyager sans me déplacer. C'est grâce à ces livres que j'ai pu avoir 10 sur 10 en mes 3 compositions, en orthographe et en vocabulaire. Occasion pour l'initiatrice de dévoiler le bilan et les perspectives. Après 2 ans, nous avons installé en tout 21 bibliothèques, micro-bibliothèques à travers la Côte d'Ivoire. Nous lançons de façon officielle les compétitions interquartiers. Les boîtes à livres, par exemple, de la Riviera 3 seront opposées aux boîtes à livres de Danané, des compétitions style génie en herbe, et qui vont récompenser les meilleurs pour amener, n'est-ce pas, les enfants à la lecture. Les participants, pour leur part, saluent le courage de la journaliste Rita Dro, exhortée à garder le cap. Il faut souhaiter que l'ensemble des populations puissent s'approprier ce programme et que chaque année, plusieurs centaines de bibliothèques de cette nature-là puissent ouvrir leurs portes. La promotrice prévoit, avec l'appui de nouveaux partenaires, de porter à au moins 100 le nombre de boîtes à livres ouvertes dans les quartiers et communes du pays d'ici à la fin décembre 2021. Et puis à l'étranger, les pays du G5 Sahel se sont réunis hier et aujourd'hui en N'Djamena au Tchad pour faire le point sur la lutte antiterroriste dans la région. Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire, mais aussi politique, pour réduire un engagement vieux de 8 ans. Les présidents du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad sont présents physiquement en N'Djamena, la capitale tchadienne. Le président Emmanuel Macron y a participé en visioconférence. Le point avec Yeli Traoré. Le sommet de 2 jours ouvert aujourd'hui associe, dans un premier temps, le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux.
Il a lieu un an après celui de Pau en France, qui, devant la menace d'une rupture sous les coups de boutoir djihadistes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone dite des 3 frontières et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, le faisant passer de 4500 à 5100. Dans son discours d'ouverture, Idriss Déby Itno, le chef de l'État tchadien, a pressé la communauté internationale à redoubler d'efforts financiers en faveur du Sahel. Aujourd'hui, nos défis sont encore pris une tournure plus inquiétante. Aux défis liés à la pauvreté et à l'insécurité consécutive à la menace terroriste, nous faisons face aux conséquences multidimensionnelles de la pandémie de coronavirus. Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Cet élan de mobilisation des États du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l'ensemble de la communauté internationale. Plus de 8 ans après le début dans le nord du Mali d'une crise sécuritaire qui continue à étendre ses métastases à la sous-région, quasiment pas un jour ne passe dans les 3 principaux pays affligés sans attaque terroriste. La misère et la précarité matérielle alimentent et fertilisent le terreau du terrorisme et du radicalisme violent dans notre espace. La France, confrontée chez elle aux interrogations croissantes sur un engagement anti-djihadiste financièrement et humainement coûteux, convient que le remède ne peut être seulement militaire. Paris juge que trop peu a encore été fait par ses partenaires sahéliens sur le front politique. Elle ne cache pas sa volonté de réduire la voilure. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.